Une berge, en bord de rivière, dans la campagne caennaise. Une vieille maison en pierre, posée à quelques mètres d'un ancestral pont romain. Le cadre est bucolique, et c'est dans celui-ci que s'est noué le début d'un drame, à l'origine d'une énigme de près de 20 ans. Le 1er septembre 1999, un véhicule quitte le domicile des Godard. La famille n'y reviendra jamais. Direction, le port des Sablons à Saint-Malo. Le jour même, le père loue un voilier et y embarque avec ses enfants pour une croisière de 5 jours. Mais le 5 septembre, un navire de pêche aperçoit l'annexe du bateau, à la dérive. À l'intérieur de cette annexe, où les rames étaient correctement rangées, c'était très curieux, il y avait un imperméable, et à l'intérieur de celui-ci, il y avait un chéquier au nom d'une SCI, gérée et appartenant à monsieur et madame Godard. Et c'est à compter de ce moment que vont commencer des recherches, mais initiées tout simplement dans le cadre d'un naufrage classique en mer. Et c'est logiquement que les gendarmes pénètrent à l'intérieur de la maison Godard à Tilly-sur-Seul. Depuis quelques années y réside Yves, médecin généraliste de 44 ans, sa femme Marie-France et leurs 2 enfants, Camille, 6 ans, et Marius, 4 ans. Rapidement, l'enquête va changer de tournure. Car si la maison est rangée, le linge a séché sur l'étendoir, on y retrouve tout de suite d'importantes traces de sang. Olivier Queneau, le maire de l'époque, est sur place. Sur le mur, ce sont des giclées de sang en croissant. Et sur le lit, c'est une tache de sang qui avait largement pénétré le lit. Une grosse tache de sang. Dans la salle de bain également ? Dans la salle de bain, dans l'évier, quelqu'un qui s'est lavé les mains d'une façon très rapide. Du sang, essuyé rapidement, est également retrouvé dans la camionnette laissée à Saint-Malo. À chaque fois, les analyses démontreront qu'il s'agit de celui de Marie-France. Il s'est donc passé quelque chose ici. D'autant que le témoignage d'une voisine laisse à penser à un départ en catimini, notamment à cause du chat. Le chat, c'est elle qui s'en occupait toujours pendant les vacances de monsieur et madame Godard. Donc dès qu'il était absent, c'est elle qui s'occupait du chat. Et là, ils n'ont rien demandé sur un départ précipité, donc ça l'a un peu troublée. Elle est surprise parce qu'il semblait assez pressé et donc ça l'a un peu troublée à ce moment-là. D'autant que si cette riveraine a bien aperçu monsieur Godard, elle n'a pas vu madame. Qu'est-elle devenue? Un douanier témoigne également. Le lendemain du départ, il a contrôlé le docteur à bord du voilier en baie de Saint-Brieuc. Il se souvient d'un comportement assez curieux. D'abord, ce qui l'étonnait, c'est qu'il n'était pas en voile, mais il était au moteur, alors que les conditions météo étaient merveilleuses pour se servir de ses voiles. Que la direction par rapport à ce qui lui indiquait, la direction n'était pas cohérente, elle est au Cap d'Erquy à cet endroit-là. Et puis il y a un signalement qui nous a intéressés dans le dossier, c'est qu'il avait repéré une planche, une housse de planche à voile sur le bateau. Et la question se pose encore aujourd'hui, est-ce qu'il n'y avait pas dans cette housse de planche à voile, en réalité, le corps de Marie-France ? Pour ses proches, il est impensable que madame Godard ait embarqué volontairement. Elle n'aimait pas la voile. Alors pourquoi le docteur avait-il prévu cette croisière depuis déjà 2 semaines? Était-elle au courant? L'exploitation de l'agenda professionnel qui était peu ou prou tenu par madame montre qu'il fallait qu'elle ne soit pas au courant. Donc il y avait des rendez-vous qui ont été pris au crayon à papier. Donc manifestement, le docteur Godard a dissimulé à son épouse son projet de départ le 1er septembre pour une virée en bateau. Ça, c'est certain. L'enquête s'oriente logiquement vers le drame familial. Le projet de départ aurait-il été la base d'une dispute conjugale, violente, voire mortelle? Des fouilles sont entreprises dans les environs pour tenter de retrouver le corps de Marie-France. Les bois, les rivières, les plans d'eau sont explorés, en vain. La maison Godard devient objet de curiosité, et la presse s'emballe pour l'affaire. Les lecteurs découvrent alors la personnalité hors du commun du docteur Godard, son côté bohème, amateur de théâtre, et un médecin acupuncteur aux pratiques marginales. Il n'aura de cesse de trouver des recettes ou des pratiques qui sont hors normes. On le verra associer une voyante à ses consultations. On le verra, à un moment, il va tâter des médicaments Beljanski qui sont interdits en France.
Un autre visage du médecin apparaît à travers son engagement dans un syndicat classé à l'extrême droite, la Confédération de défense des commerçants et artisans. La CDCA conteste le monopole de la sécurité sociale et incite ses adhérents à ne plus payer leurs cotisations. Yves Godard va donc organiser son insolvabilité. Les SCI étaient au nom des enfants, les véhicules aussi. Mais ça, c'était un combat, j'allais dire, intellectuel et militant, je pense. Plus que quelqu'un qui est aux abois et qui prévoit une fuite parce qu'il ne peut plus faire face à ses engagements financièrement. L'argent, dissimulé au fisc français, aurait alors atterri dans des paradis fiscaux, comme ici, sur l'île de Man, où vont rebondir les recherches sur les traces du médecin français, grâce à de mystérieux courriers. Tout va être déclenché par le corbeau. Donc, c'est un corbeau, enfin une lettre d'un corbeau, il y en a deux, qui va être postée de la gendarmerie de la poste de Potigny, ou je sais pas où, par là, près de Falaise, va mettre les enquêteurs sur cette piste, à mon sens erronée, d'un voyage, d'un passage à l'île de Man, puis à l'île Lewis, etc. Pourtant, les affirmations du corbeau vont bien être confirmées par des témoins sur place qui affirment l'avoir vu séjourner dans cet hôtel de l'île de Man du 7 au 14 septembre. On leur a montré des photos. L'équipe de l'hôtel se souvient qu'au début septembre, M. Godard et ses deux enfants étaient bien là. Alors on parcourt les registres, les notes de téléphone pour être sûr que ces témoignages sont sérieux. Ceux qui disent avoir vu un Man sur l'île de Man et l'île Lewis, chaque fois ils parlent d'un père seul avec ses deux enfants, une petite fille et un petit garçon. Donc ça, c'est quand même pas, je veux dire, c'est plus que sûr. Et après avoir été vu à l'île de Man, le docteur et ses deux enfants vont être aperçus en Écosse sur l'île de Lewis. Le début d'un petit tour du monde pour les enquêteurs. Ils partent à Madère vérifier des comptes, puis en Crète où le bateau aurait été repéré, et jusqu'à Miami où une femme affirme avoir reconnu Yves Godard. Elle se dispute avec son voisin, dit-elle, je ne sais pas pourquoi, qui la menace de mort. Et donc elle va sur les sites internet et elle fait défiler des tas de trucs, y compris des avis de recherche d'Interpol, et elle tombe sur l'avis de recherche de Godard et elle dit « Ah, c'est lui !» Vous n'avez jamais une pièce qui établit une certitude d'un passage. Ce ne sont que des témoignages de gens sans doute de bonne foi en souvenirs et impressions visuelles. Mais aucune pièce, vous n'avez pas la consommation de quoi que ce soit, vous n'avez pas un relevé de carte bleue, vous n'avez pas de billet de quoi que ce soit, de transport. Alors, y a-t-il vraiment eu fuite de la famille? Que sont devenus le médecin et ses deux enfants? Peu à peu, la mère va dévoiler une partie du mystère. Début septembre, l'annexe avait été aperçue près de l'île de Bas, dans le Finistère, avant que le gilet de sauvetage, puis le canot ne soit découvert au large du Cotentin, puis des côtes anglaises. Et le jeu de piste va continuer. En janvier 2000, un pêcheur remonte dans ses filets un sac de voyage, à nouveau au large du Finistère. À l'intérieur, des vêtements, mais surtout des papiers, une carte grise, un permis, au nom des époux Godard. Vous avez tout de suite fait le rapprochement? Ben, le nom, ça me disait à moitié quelque chose, bon, depuis le temps. Et puis après, bon, j'ai eu les adresses, donc je me suis dit, c'était dans la région de Caen, quand même. Donc j'ai percuté. 6 mois plus tard, l'énigme va obtenir une première vraie réponse. Un autre chalutier repêche cette fois un crâne d'enfant en baie de Saint-Brieuc. Les analyses démontreront qu'il s'agit de celui de la jeune Camille. L'hypothèse d'un naufrage refait surface, mais malgré les investigations, on ne retrouvera jamais l'épave du voilier. À défaut, l'énigme se complique quand des cartes bancaires et professionnelles du docteur sont découvertes en parfait état sur une plage de l'île des Ébiens, dans les Côtes d'Armor. C'est là où le père a appris à son fils et c'est là où le fils a perpétué sa tradition de navigation. Et c'est là que les cartes ressurgissent une à une carte professionnelle, des cartes bancaires, des cartes de crédit, des cartes de santé, enfin plein de choses, et puis alors bien étalées dans le temps. Hein, c'est pas tout d'un bloc, quoi. Hein. Et en plus, dans un remarquable état de conservation, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui a conservé ça par devers lui, ou alors que c'est Godard qui lui a donné, charge pour lui de les faire remonter à la surface, mais alors pourquoi, comment Le mystère demeure, aujourd'hui encore. Mais c'est bien au fond de l'eau, en pleine mer, que l'on finira par retrouver les dernières traces du docteur en 2006. Un tibia et un fémur sont remontés par un filet de pêche. Il résulte de l'expertise qui a été diligentée
qu'un ADN cellulaire extrait d'un des deux os a été identifié comme étant celui du docteur Yves Godard. Il nous a toujours paru extravagant de pouvoir imaginer qu'il soit en vadrouille, vivant, sans ses enfants. Donc, et sans sa femme. Enfin, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, à partir du moment où on découvre qu'au moins un enfant avec certitude est mort, il n'était pas possible de supposer qu'il puisse continuer un tour du monde ou ailleurs. La justice déclare donc le décès du docteur. La découverte de sa carte d'assurance maladie en 2008, à nouveau sur la plage des Ébiens, ne donnera aucune clé supplémentaire. Faute d'explications claires sur les circonstances de ces drames, en 2012, le juge d'instruction prononce finalement un non-lieu, 13 ans après la disparition de la famille.